c'est les plus belles étapes en fait. C'est les plus belles étapes, c'est là où on traverse quelques canyons, certains avec de l'eau, d'autres, et notamment un, la Picaboo Canyon, là, qui est vraiment exceptionnel, quoi. C'est, pour vous donner une image, hein, on est dans un couloir qui doit faire 1 ou 2 mètres de large, sinueux, avec des falaises à 5-6 mètres. À ciel ouvert ? À ciel ouvert, de couleur ocre, jaune. Et puis, il n'y a pas vraiment de bois, de végétation au sol. Donc, voilà. Et puis là, on circule là-dedans, on a tendance à accélérer même un peu trop. Le sol est meuble, c'est du petit gravier. Et là, c'est des moments de course. Là, j'ai rarement eu ce genre de sensation en course, quoi. T'as des frissons. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Meryl Robert. Si vous êtes une ou un fidèle du podcast, ce que j'espère, vous avez déjà croisé la route de Meryl que j'avais pu suivre à l'occasion du Marathon des Sables 2022 et sur lequel il a signé une brillante 4e place au classement général et une 1re place de sa catégorie. Adepte des formats longs à étapes, Meryl a pris le départ il y a quelques semaines du Grand to Grand, une course de 250 km en 6 étapes aux États-Unis qui relie le Grand Canyon au Grand Staircase, donnant ainsi son nom à la course. Meryl va nous faire vivre avec lui son rêve américain et nous faire vibrer dans sa foulée au cœur des dunes de sable, des sentiers forestiers, des routes rocheuses ou encore des canyons qu'il a rencontrés au fil de sa course. Fidèle à lui-même, Meryl a fait preuve de toute la spontanéité, la gentillesse, la sagesse et la générosité qui le caractérisent. J'ai passé un grand moment avec lui, je suis certain que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Meryl va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, dans la cour des grands. Bonjour Meryl, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, ça va ? Ça va, bonjour Guillaume, merci à toi de me recevoir dans ce podcast. C'est toujours un plaisir, Meryl. Donc les auditeurs de Course Épique et moi-même, on a eu le plaisir de faire ta connaissance au cœur du Sahara à l'occasion du dernier Marathon des Sables. Un souvenir mémorable, donc je suis vraiment ravi que nos micros se recroisent à nouveau ici aujourd'hui. Il ne reste plus que 151 jours avant le prochain Marathon des Sables. Est-ce que tu as commencé à compter les dodos déjà ou pas encore ? Non, pas encore. Je suis encore en train de travailler sur mon plan d'entraînement. Mais je serai au départ, oui. Frais et dispo dans les si tout va bien. Ouais. Meryl, on enregistre cet épisode le 21 novembre, qui n'est autre que la date de naissance de Voltaire, de René Magritte, de Jacques Lafitte et de Björk, avec laquelle de ces 4 personnalités tu aurais voulu passer un dîner d'anniversaire. Waouh. Tu as envie de parler de musique, de voiture, littérature, peinture ? Plutôt de voiture. Ok, Jacques Lafitte. Parfait. Plutôt. Il est encore vivant, je sais plus. Non. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Ah, oui, peut-être. Oui, si, je confonds avec le Gilles Villeneuve. Oui, parfait. Et tu as regardé la victoire de la France hier. Je sais que tu es un fan de rugby. Tu as regardé la victoire de la France contre le Japon ? J'ai pas regardé parce que en fait, je viens sur Paris assez peu souvent. Mes enfants sont ici, ma fille travaille ici, mon fils fait ses études et du coup, je profite quand je viens 1 ou 2 jours pour passer une petite soirée avec eux. Il y a des priorités. Mais j'ai regardé les résultats. Quoique c'était dans l'après-midi. À 15h, je crois. 14h. Voilà, t'avais mieux à faire. J'avais mieux à faire. Mais j'ai vu les résultats et j'étais content d'apprendre qu'ils avaient gagné une 13e fois consécutive. Sacré exploit et j'espère que ça continuera l'année prochaine jusqu'à la Coupe du Monde. Jusqu'à la Coupe du Monde et le tournoi destination. Meryl, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, on va évidemment beaucoup développer cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon peut-être un peu plus administrative ce que tu veux bien dire de ton âge, de ton lieu de résidence, de ton travail, voilà, de ta situation familiale. Ce que tu veux bien nous dire de tout ça ? D'accord, donc je m'appelle Meryl Robert, j'ai 51 ans. Je suis originaire d'une région Royan-Vercors. Alors c'est pas Royan sur la côte atlantique, hein, c'est bien les Préalpes du Sud, entre la Drôme et l'Isère. Un petit village qui s'appelle Saint-Jean-Royan. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études à Grenoble, une partie de mes études à Grenoble, une autre partie à Montpellier.
J'ai 2 enfants qui sont grands. Qui sont 22 et grands, 24 ou c'est ça 22 et 25 ans. 22, Ils 25. ils sont quasiment autonomes. Ils sont installés en région parisienne. Et donc, du coup, ça me laisse aussi beaucoup de temps pour aller courir, pour faire plein de choses, plein de choses à la maison. Et voilà, je travaille. Je fais pas le sport, c'est pas mon gagne-pain. Je suis ingénieur en informatique et donc je travaille pour Groupama. Voilà, en tant qu'ingénieur informatique. Qui avaient défendu leur couleur d'ailleurs au Marathon des Sables. Exactement. Groupama inscrit une équipe sur le Marathon des Sables assez régulièrement, tous les 2-4 ans. Et donc l'année dernière, c'était effectivement avec une équipe Groupama que j'ai participé au Marathon des Sables. Tu t'es essayé au rugby, puis au vélo dans tes plus jeunes années. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation au sport? Est-ce que c'était vraiment très central dans ta vie quand tu étais enfant, puis ado? Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très porté vers le sport? Alors, effectivement, j'ai fait un peu de judo, un peu de rugby. Alors le rugby parce que c'est une région où le rugby est très présent. C'est le sud-est et on a une bonne équipe à Saint-Jean-Royan qui est assez bien classée, même encore actuellement. Bon, après le sport d'équipe, le rugby c'était un peu violent pour moi. Donc, Quel poste tu jouais? j'étais plutôt à l'aile. Je courais déjà à l'aile. Quelle surprise! Mais au niveau des contacts, j'étais plus dans l'évitement, si tu veux voir. Voilà. Et puis après l'adolescence, plutôt du vélo. Alors j'habitais pas très loin d'une personne qui m'a un peu inspiré à ce niveau-là, c'est Charlie Mottet. Donc un coureur qui alors ça va être dans les années 83, 80, 95, quelque chose comme ça, où il était coureur pro. Il a gagné non, il a pas gagné. Il n'a pas gagné le Tour de France, il a fait 2 fois 2 podiums. Il a gagné pas mal de courses individuelles, donc c'était un gars du coin et avec des copains du village, on allait faire quelques sorties à vélo et puis voilà, j'ai pris une licence dans un club et j'en garde pas un très bon souvenir parce que pour tout te dire, j'ai rarement terminé la course. Les courses auxquelles j'étais inscrit. Est-ce que tu partais trop vite, trop fort? Je m'entraînais déjà tout seul, certainement pas comme il fallait. Donc c'était des courses de petite distance à parcourir, des boucles de 3 km à faire, je sais pas, j'étais vers 15-20 fois. Et à mi-course, je commençais à faire l'élastique à l'arrière du peloton, puis je me faisais prendre un tour, et puis je rentrais à la maison, quoi. Donc j'en garde pas un très très bon souvenir. Et ma mère non plus d'ailleurs, je crois, parce que c'est elle qui m'emmenait. Donc t'as arrêté assez jeune? Ouais, j'ai arrêté vers 17 ans. Voilà, après j'ai arrêté le sport, j'ai fait... après la fête, c'était des études. T'as fait la fête? Pas forcément beaucoup la fête. D'accord. Mais j'ai mis ça de côté. J'ai mis ça de côté, voilà, j'ai fait mes études. Voilà, après moi je suis pas issu d'une famille de grands sportifs, hein, même si ma sœur, je crois, doit faire plus de kilomètres que moi dans l'année. Mais elle prend jamais de dossard. C'est un principe? Elle a pas, ouais, non, pas. Elle apprécie pas d'être dans la compétition. Par contre, elle court énormément. Et ça fait des années. Ouais. Tu cours avec elle parfois? Parfois, ça m'arrive. Quand je vais faire quelques jours à Saint-Jean, d'aller courir avec elle. Voilà. La course à pied, elle a trouvé sa place quand dans ta vie? Est-ce que tu te souviens dans quelles conditions elle est arrivée à toi? Oui, dans quelles conditions? En fait, donc, après mes études, voilà, j'ai commencé à bosser. J'ai beaucoup mangé au restaurant avec les collègues et j'ai pris beaucoup de poids. Et voilà, donc j'ai démarré en fait dans l'idée de perdre un peu de poids. Voilà, au début, c'était une petite sortie dominicale. Sur la route ou c'était sur la route? sur la route, ouais, sur la route. Et puis voilà, petit à petit, 2-3 sorties. Et puis après, voilà, un entraînement un peu plus structuré. Donc moi, j'étais installé parce que là, je vis actuellement à Ballaruc-les-Bains, près de Sète. Et donc voilà, il y avait une course locale que j'ai fait une année, puis l'année d'après je l'ai refaite, et puis j'avais progressé. Je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc voilà, à partir de là, j'ai continué. Je suis resté sur la route, 10 km, semi. Marathon. Avec des ambitions qui étaient de plus en plus grandes, en tout cas, ou l'idée de faire un peu mieux année après année? Voilà, l'idée de faire un peu mieux. Au tout début, on progresse très très vite en course à pied, hein, en endurance, en vitesse.
Et puis voilà, puis après j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé aussi, hein, des collègues de boulot qui couraient avec moi, des gens qui avaient déjà l'expérience de marathon et qui m'ont poussé à faire ça. Après, je me suis inscrit dans un club d'athlètes, à l'Union sportive 7 athlétisme, à 7 donc. Voilà, j'ai fait une petite formation d'entraîneur hors stade, voilà, ce qui m'a permis de structurer encore un peu mieux mon entraînement et d'en faire profiter les autres surtout. C'était ça l'objectif quand même. Voilà un peu mon histoire. Donc j'ai commencé à courir en gros dans 2004-2005. Voilà, plutôt de la route. Et puis après voilà, quand j'ai perdu un peu de vitesse il y a une dizaine d'années, voilà, je me suis mis à courir un peu plus sur les chemins et d'aller m'essayer sur le trail, quoi. Donc les longs formats sont venus à toi un peu par la force des choses parce que tu te sentais un peu Ouais. moins compétitif sur les formats plus courts et Voilà, plus exactement. route. Exactement. Alors c'est pas vrai aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes générations ont tendance à aller directement sur du trail et de profiter de leur VO2 max directement dans les côtes. Moi j'en ai pas profité, voilà, Ça se faisait pas tellement peut-être à l'époque. ça se faisait pas à l'époque, ouais, c'est vrai. Ce qui t'anime aujourd'hui, c'est beaucoup les courses à étapes. On peut te voir sur d'autres formats, sur des 100 miles. Tu as notamment participé aux UT au mois de septembre dernier, un format de 100 miles organisé par Zinzin. C'est ça. Dans un reporter, mais le format qui revient souvent quand on se penche un peu plus, en tout cas ces dernières années, donc sur tes courses, c'est les formats de course à étapes. C'est quoi? C'est une combinaison idéale de performance et de plaisir pour toi, c'est-à-dire t'accomplir par une réussite sportive et puis aussi t'émerveiller de tout ce qui vient avec ce format de course à étapes et tout ce qu'il y a dans le bagage. Format de course qui me convient complètement par les distances des étapes, par la vie à côté des étapes, hein. Le fait de rencontrer du monde sur les bivouacs et de rester pendant une semaine dans cette ambiance de course, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Puis voilà, il y a certaines facultés, voilà, de récupération, de résistance à la chaleur qui font que voilà, je m'en sors plutôt bien. T'imaginais justement performer bien sur ce type de course? Ça a Non, été une surprise? pas spécialement, ça a été une surprise. Ouais. Au fil des participations du Marathon des Sables, j'ai progressé d'année en année. Mais non, je n'avais pas de prédisposition par rapport à ça à la base, je pense. Tu as parlé de la dimension physique. C'est quoi, selon toi, les autres qualités qu'il faut au-delà du seul physique? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu l'as évoqué aussi à la partie récupération. Est-ce que sur la partie mentale, qu'est-ce qui est, selon toi, quelles sont parmi les clés essentielles? Je parle du mental, mais ce n'est pas limitatif. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être un bon coureur de course à étapes? Un peu comme sur les formats longs, il faut en garder un peu sous la pédale, hein, pas partir trop vite. Ça, c'est possible quand on joue des places quand même de haut de classement comme Ouais, toi? ouais. Est-ce que c'est quand même possible d'être dans une logique de c'est gestion? possible. Alors après, je les gagne pas ces courses à étapes, hein, même si j'arrive à bien me Tu placer. performes très Mais bien. tu vois, l'année dernière, par exemple, sur les premières étapes, c'était parti très très vite. J'étais pas forcément dans les pelotons de tête. Et pourtant, au fil des étapes, avec l'étape longue, j'ai réussi à me maintenir et à gratter quelques places sur la fin, parce que voilà, ça fait partie de la course, de partir doucement et conserver du jus pour aller le plus loin possible et plus longtemps. Ça, c'est des choses que tu as appris justement au fil de tes expériences. C'est venu comme ça? Oui, c'est venu comme ça. Alors après, il y a plein de facteurs, hein, qui permettent aussi de performer sur ce genre d'épreuve, hein. C'est la préparation du matériel, la chasse au poids, la technique aussi sur des terrains plus ou moins souples, hein, notamment le sable. Et là, voilà, j'arrive à faire un peu la différence par l'expérience, quoi. Est-ce qu'au-delà du dépassement physique impose nécessairement ce type de course, il y a aussi en toi un espèce de triptyque qui pourrait être, avec les courses à étapes, une espèce de quête spirituelle, une envie de te mettre à l'épreuve aussi d'un point de vue mental, de taper un peu dans les ressources, et puis une volonté profonde de déconnexion, c'est quand même coupé du monde aussi, c'est aussi ça la promesse de ces courses. C'est bien ce triptyque-là, avec effectivement cette volonté de déconnexion du quotidien et concentré sur quelque chose d'autre que notre quotidien un peu compliqué, que ce soit au boulot ou même dans la vie privée, quoi. Comment est-ce que tu structures ton agenda justement sur une année? Est-ce que cette déconnexion, tu en as besoin une fois par an, plutôt deux? Enfin, comment tu places un peu tes objectifs? Et puis est-ce que d'emblée, tu sais que le MDS, c'est une place qui est prise? Voilà, le MDS, c'est quelque chose, c'est une place qui est prise. Après, le reste, voilà, ça vient en plus. J'ai un peu vague idée de mon
de ma planification pour l'année prochaine. Il n'y a rien de très précis. Effectivement, le MDS fin avril, il y aura... voilà, je pense à la diagonale aussi. Voilà, parce que je l'ai suivi cette année, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Ça a l'air d'être vraiment une course exceptionnelle. Voilà, je me suis déjà essayé sur quelques 160, donc voilà, c'est peut-être le moment de le faire, tant que je ne suis pas encore trop entamé physiquement. Ça fait rêver la Diag, c'est clair. Ouais. Voilà. Rendez-vous là-bas en octobre l'annie prochaine. Moi, je la courrai pas, mais par contre, ça me ferait plaisir d'y aller. Ouais. Pour le podcast, il y a quand même. Ouais, je vais essayer d'y aller. Je voudrais refaire le Zut aussi, c'est au mois de juin. Bon. Quels sont pour toi les ingrédients pour qu'une course elle soit pleinement réussie? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement? Au sens très large, hein, pas seulement le parcours, mais l'expérience de course. Il faut qu'il y ait, de l'échange avec les autres coureurs. Il faut qu'il y ait voilà, du partage. Se faire plaisir sur la course sans forcément trop d'intensité non plus. Mais voilà, je prends plaisir avant tout dans ces courses à étapes. Et le fait que ce soit par équipe, tu l'as dit aussi, cette notion de partage, est-ce que ça sublime aussi ton envie et ta motivation? Est-ce que tu penses d'abord équipe quand tu es sur une ligne de départ comme le MDS? Est-ce que tu raisonnes d'abord pour le collectif? Je raisonne d'abord pour le collectif. Ouais. Effectivement, après, la place individuelle, elle vient après, mais moi, c'est le collectif qui me pousse et qui tient, en fait, qui me permet d'aller plus loin, parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure du mental. C'est un des éléments hyper importants qu'on travaille un peu à l'entraînement. C'est que sur ces courses-là, qui sont longues, on a des passages qui sont extrêmement longs et faut s'habituer mentalement à avoir une cadence pendant des heures et des heures avec une ligne droite qui n'en finit pas. Et ça se travaille. Ça se travaille, on s'habitue. Enfin, c'est plus simple pour toi de gérer aujourd'hui une ligne droite interminable qu'il y a 5 ans. Voilà, je décroche je me rappelle mon premier MDS. Je me rappelle d'un lac asséché qu'on devait traverser. Là, on voyait il n'arrivait jamais. Et donc j'avais baissé ma casquette, là, je regardais juste les 5 mètres devant moi. Et pendant des heures, j'ai regardé le sol défiler. Et là, tu gères différemment aujourd'hui? Ouais. Là, mais non, voilà, c'est... Au contraire, voilà, ça c'est quoi? C'est l'esprit qui s'évade? Tu vas chercher? Ouais, je pense à autre chose. Voilà, je me fixe une foulée et puis voilà, je pense à rien d'autre et ça déroule. Combien de temps il te faut pour reconnecter au réel après une course comme celle-là? Elle est très marquante. Est-ce qu'au fil des années, ce laps de temps où tu reconnectes à la réalité est plus court? Je sais que très vite, quand tu reviens, en fait, tu es au bureau quasiment le lendemain matin. Donc, est-ce que par la force des choses, la reconnexion est impérative et il n'y a pas trop le choix? Est-ce que tu as l'esprit qui est quand même ailleurs, qui flotte un peu pendant quelques semaines? Ah ouais, l'esprit flotte un peu, ouais. Pendant 2-3 semaines, toutes les nuits, je pense à ça, quoi. Je revis les moments, Tu manges du lyophilisé le soir chez toi un peu? Non, pas vraiment. Ça, par contre, j'ai tendance un peu à me lâcher sur la nourriture au retour, hein, parce qu'on perd quand même du poids et le corps se transforme un peu. Mais ouais, c'est vrai que pendant quelques jours, voilà, on a vraiment du mal à se reconnecter. Et puis même 2-3 semaines après, on a encore un petit quelque chose encore un peu dans le désert. C'est assez particulier. Moi, je vais y participer là cette année, j'ai cette chance-là. Je ne sais pas si toi, tu as beaucoup plus d'expérience évidemment, mais le fait qu'on soit moins de 6 mois, finalement, on rebascule en fait dans ça y est, le compte à rebours a commencé, je trouve. Oui. Là où on était un peu sur la fin et puis la queue de comète de l'expérience précédente, là on re-rentre déjà dans la projection sur l'édition d'après. C'est un peu psychologique, je trouve, au bout de 6 mois, qui est plus ou moins aussi le début de la prépa qui commence là, en tout cas pour les coureurs néophytes comme moi. Ouais, complètement. Là, il faut commencer à regarder un peu le matériel, à structurer un peu un plan, à savoir comment on va s'entraîner jusqu'au départ, comment on va passer la période des fêtes aussi, parce que voilà, c'est une période où on court un peu moins. Voilà. Donc oui, c'est dans la tête, on est déjà reconnecté à cette prochaine édition, on se fixe déjà des objectifs. Tu reçois 50 questions par jour de gens qui te demandent comment ça marche, comment il faut faire, le sac, les chaussures, les bâtons. Souvent, il n'y a pas très longtemps, là, j'étais sur le Grand Raid de Camargue et c'est vrai que les personnes qui m'ont abordé, ah oui, je vais faire le MDS cette année. Est-ce que t'as pas un petit pour moi? Petite question. Je crois que la semaine prochaine, voilà, j'ai des collègues qui vont participer là, du côté de Montpellier. Bon, on va se faire un petit repas et puis on va discuter de ça. Voilà, il y a souvent le MDS qui revient dans mon quotidien, on va dire.
Il vient d'où pour toi le bonheur en course à pied, Meryl? Est-ce une petite sortie du dimanche de 15-20 bornes, ça peut être le même excitation et stimulation qu'une performance sur une course ou un format très long? Est-ce que c'est le même plaisir? Oui, c'est même, je dirais même mieux. Hein, c'est même mieux. Moi, j'aime bien aller faire une sortie sans pression, en fait. Sans pression parce que voilà, quand tu fais une course, mine de rien, voilà, faut essayer d'aller au bout, faut essayer de se dépasser, faut mettre une certaine intensité dans la course. Donc c'est pas forcément une partie de plaisir, hein, même si à l'arrivée, voilà, c'est un peu l'extase, mais la petite sortie du dimanche, voire sans même la montre, juste à la sensation, profiter un peu du paysage. C'est pas mal. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça fait partie des bons moments de la journée, ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la façon dont s'organisent tes semaines? Donc c'est évidemment très variable selon la période et l'intensité de ta préparation, mais est-ce que c'est un casse-tête par rapport à ton poste, à responsabilité chez Groupama? Est-ce que tu arrives à bien agencer tout ça, à bien cloisonner? Enfin, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu cours plutôt le matin, le soir, le déj? Tu fais des gros blocs le week-end? Comment est-ce que tout ça arrive à se mettre en place? Effectivement, c'est selon les périodes. Voilà, ça va de 8 heures d'entraînement la semaine à 15-20 heures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à la maison, c'est un peu plus calme vu que les enfants sont partis, donc j'ai un peu plus de temps. Donc moi, j'ai un créneau entre midi et 2 que je partage ou pas avec les collègues de boulot, parce qu'on a un petit groupe de coureurs là sur le site sur lequel je travaille, et on va courir régulièrement ensemble. Ça nous permet d'ailleurs de ne pas rester tout le temps moi dans mon rythme et de me pousser un peu, parce que voilà, c'est des gens qui sont plus jeunes que moi et qui me tirent un peu quand même. L'arrogance de la jeunesse, voilà, c'est pas possible. C'est ça. Aucun savoir-être. Voilà, donc le créneau entre midi et 2. Le soir, généralement, je rajoute une heure de préparation physique ou de vélo ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis bien quand j'ai 2 heures d'activité dans la journée. Et puis après, quand je suis vraiment en période un peu plus intensive, des fois, je rajoute une heure le matin aussi parce qu'effectivement, faire des sorties de 2h30, 3 heures dans la journée, c'est quand même compliqué. Donc, je la coupe. Mais ça marche plutôt bien de couper les sorties longues, voilà, de la faire en 2 fois dans la journée. Ça a les mêmes effets? Ça a un peu les mêmes effets parce qu'on n'a pas complètement récupéré, on repart sur de la fatigue. C'est moins traumatisant que courir 3 heures d'affilée, donc 2 fois 1h30, c'est bien. Et d'alterner course à pied, vélo, voilà. Ça, c'est quelque chose que je fais plus ces dernières années. Je rajoute un peu plus de vélo parce que voilà, la carcasse s'use un peu et il faut l'aménager. Est-ce que tu mets parfois des briques spécifiques aux courses à étapes? Je sais pas, de dormir en mode bivouac, de partir lesté, de tester du lyophilisé sur des sorties longues? Alors sur la partie bivouac, non. Franchement, lyophilisé, le dormir par terre sur le dur dans le froid, non, 1 semaine par an, ça suffit largement. Et puis lyophilisé, justement, j'ai quelqu'un qui me posait la question. Il envisageait en fait de prendre des lyophilisés et petit à petit de les manger pendant une journée, puis après 2 jours, 3 jours, jusqu'à faire 1 semaine de lyophilisés. J'ai dit, mais là, tu vas te dégoûter. Déjà, c'est des produits. Déjà, c'est cher à l'achat. Et puis, tu vas te dégoûter. Moi, déjà, au bout de 2 jours, j'en peux plus de ces odeurs. C'est pour ça que maintenant, je favorise plus des trucs que je prépare moi-même, qui apportent les mêmes nutriments. Mais voilà, c'est des choses qui se rapprochent un peu plus des goûts qu'on connaît, quoi. Et qui se recompose avec de l'eau, pareil, comme le lyophilisé, c'est le même oui, principe bah, que tu fais je sécher. prends l'exemple d'une purée lyophilisée, voilà, avec un peu de sel, un peu de parmesan. Voilà, ça reste quelque chose qui est de la matière sèche, assez légère, qui se réhydrate et qui apporte quand même un certain nombre de choses. Voilà, après, il faut compléter avec un peu de protéines et voilà, mais des purées, des soupes, des pâtes. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans aller taper dans des plats à 8 € là. Souvent qui sont très épicés et qui finalement sont pas très 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 bons. Ouais, effectivement, ça fait monter la note aussi assez rapidement. Merci beaucoup pour cette introduction, Meryl. On va passer à notre séquence de la basket chinoise qui a évolué vers un questionnaire de Proust au fil du temps. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une erreur ou d'un éventuel imprévu qui t'a particulièrement fait avancer ou apprendre dans la vie? Il y en a eu plein, des erreurs. En 50 ans, t'imagines bien. Pour rester sur le thème de la course à pied, j'ai effectivement un truc qui me revient, c'est un abandon sur une course. Souvent, on apprend
on apprend des choses a posteriori en analysant le pourquoi j'ai stoppé. Voilà, on comprend un peu plus les erreurs qu'on a faites. Et là, j'ai l'exemple d'un abandon sur l'ultra trail du Beaufortin. Voilà, je zappe un peu un ravito sur la fin du parcours parce que je voulais rester avec le gars qui était devant moi. Mais bon, voilà, c'est complètement idiot. Mais bon, bref, donc je me suis pas alimenté comme je devais. Et 2 kilomètres après, j'étais à la rue, il fallait attaquer la côte. Je suis arrivé en haut, mais dans un état, je titubais, j'ai la tête qui tourne. Voilà, et donc j'ai appelé ma copine pour je voulais qu'elle me dise. Continue, bien sûr. Non, mais c'est bon, arrête-toi. Mais en fait, elle m'a dit complètement le contraire. Elle m'a dit de continuer. Bon. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je pensais bluffer en disant ça, mais elle t'a encouragé à continuer. Okay, je pensais qu'elle allait dire d'arrêter. Lâche rien. C'est pas du tout ce que j'avais envie d'entendre. Bon, au bout d'un moment, j'arrive à la convaincre et puis je rends mon dossard aux bénévoles qui étaient là. Et puis après, bon, voilà, je me pose, je dors, je me réalimente, je me réhydrate et puis au bout d'une demi-heure, en fait, je pète le feu, quoi. Et là, je vois les coureurs qui passent, après qui te disent à côté. Et je dis, mais c'est complètement idiot, quoi. En fait, des coups de mou sur une course, t'en as, c'est obligé. Sur les distances de 90, 100, 160 bornes, forcément, à un moment, t'es moins bien. Et ben voilà, faut laisser passer, en fait. T'avais des signaux avant de faire cette impasse-là sur le ravito? Est-ce que t'avais conscience qu'il y avait une prise de risque à faire ça, ou t'étais bien et que vraiment tu t'es fait rattraper très soudainement 2 kilomètres après? Non, je me suis fait surprendre. Je suis passé très vite au ravito, j'ai dû prendre un sirop de menthe, voilà, 3 cacahuètes, et puis je suis reparti. Donc voilà, ce que j'ai appris là, c'est effectivement... et d'autres courses après, j'ai eu d'autres coups de mou très violents, notamment sur le... Tout à l'heure, tu parlais du Zut, j'ai eu un moment vraiment très très mal. Ben voilà, pas s'affoler, se poser, attendre. Une demi-heure sur ce genre d'épreuve, c'est vraiment pas important. Bon, après, bien sûr, quand tu joues pas le top 5, voilà, qui peut t'affecter moralement. Tu as quand même fini deuxième de cette course, on peut le dire. Oui. Et tu arrives à identifier tout de suite la cause? Est-ce que tu as, justement, quand tu dis garder la tête froide, est-ce que tu arrives maintenant, avec les scénarios que tu as vécu au fil de tes courses, est-ce que tu arrives à dire, ok, là, il est en train de se passer ça, j'ai mon corps qui m'envoie ça comme signal, donc la réponse c'est ça, et ça va prendre X temps pour que je revienne à peu près d'aplomb? Effectivement, la dernière fois, j'en ai effectivement eu conscience. Pareil, en haut d'une côte, bon, là, il faisait particulièrement chaud, on avait manqué un peu d'eau. Et donc, j'arrive en haut de cette côte et j'étais vraiment mal. J'avais froid même. Je tremblais de froid. Et d'ailleurs, heureusement que les secours m'ont pas vu parce que je pense qu'ils m'auraient arrêté. Et donc là, je me suis arrêté un quart d'heure. Mon amie, elle m'a donné à manger, elle m'a réchauffé. Voilà. Et puis après, on s'est retrouvés 5 km plus loin. Et j'avais la patate, quoi. Et à partir de là, jusqu'à la fin, je me suis pu arrêter parce que voilà, c'est impressionnant la capacité de notre corps à se régénérer, à retrouver des ressources. Finalement, le plus dur, c'est que l'esprit arrive à se dire ça va revenir, en fait, même si dans l'instant, ça paraît être une impasse. C'est ça le plus dur. Parce que c'est vraiment des moments difficiles où tu te dis, mais c'est pas possible, je vais rester là, quoi. Et puis finalement, non. Faut laisser passer la douleur, puis ça revient. Deuxième question pour toi, Meryl. Qu'est-ce qu'une journée parfaite, selon toi? Il faut quoi? Journée parfaite. Alors, journée parfaite, déjà, c'est une journée qui est placée, qui se situe après un objectif. Ok. Tu vois, c'est pas dans la phase de préparation, si tu veux. Parce que mine de rien, voilà, c'est quand même des contraintes, toute cette préparation. Donc, après la course, voilà, quand l'objectif a été atteint, ou pas d'ailleurs, on s'en moque. Voilà, c'est la journée où là, j'ai plus d'obligations, parce que je me crée des obligations en fait d'aller m'entraîner. Voilà, j'ai mon plan, je sais que je dois faire une sortie le week-end, 2 fois 30 bornes. Voilà, tant que je les ai pas faites. Et c'est une contrainte pour toi? Est-ce que à chaque quand j'arrive sur les phases un peu difficiles, sur les phases où il y a beaucoup d'intensité, oui, c'est pas agréable. Donc, t'as pas envie d'y aller? Ça t'arrive de pas avoir envie d'y aller? Ça m'arrive de pas avoir envie d'y aller. Des fois, j'y vais pas. Mais donc oui, après l'effort, en tout cas, après une grande échéance. Une journée, voilà, après c'est les 2 semaines qui suivent une échéance, là, c'est les meilleurs moments. Voilà, après ma journée, ben voilà, c'est un bon petit déjeuner. Ça, c'est mon repas préféré, c'est le gros déj. Après, voilà, passer un peu de bon temps. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, donc aller me balader au bord de l'étang de Thau, au bord de la mer, aller prendre un petit café
Voilà, la vue sur la mer avec mon ami. Voilà, ça c'est super. Et puis après, voilà, une petite séance de sport quand même. Hein. Parce que ma journée idéale, moi, elle est quand même, Il faut quand même du sport. elle est quand même active. je reste pas plus d'une heure sur mon canapé à regarder une série. Non, ça c'est pas possible, c'est pas moi ça. Dernière question pour toi, Meryl. Le talent que tu aimerais le plus avoir? Le talent, il y en a plein, hein, des talents que j'aimerais avoir. Mais j'ai pensé à un truc là justement par rapport à ce que j'ai vécu sur le Grand Tour, c'est maîtriser une langue, et notamment l'anglais, parce que j'ai eu quand même des gros moments de solitude. T'es pas fluent? Non, pas du tout. Et c'était assez frustrant parce que bah voilà, sur des courses internationales, bah voilà, t'es en contact avec des coureurs étrangers, avec l'organisation qui parle, voilà, et les médias. Et de ne pas pouvoir échanger avec et de rester avec les francophones, c'est un peu on perd une partie du challenge pour voilà, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser. Donc voilà, c'est un truc. Pourtant j'ai été assidu à l'école, hein, mais j'ai manque de pratique, je pense. C'est simplement une manque de pratique. Merci beaucoup, Meryl. On va maintenant planter le décor de ta course, donc ce Grand to Grand. C'est une course de 171 miles, soit 275 km, qui est composée de 6 étapes à réaliser en 7 jours. Le dénivelé positif total de la course est de 5499 mètres. Tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Le Grand to Grand, il est organisé chaque année depuis 2012 en Utah, aux États-Unis. Il se dispute fin septembre sur un parcours dont le départ est donné à Kanab, dans le comté de Kane, à une altitude de 1629 mètres. Les coureuses et coureurs évoluent dans des paysages qu'on imagine volontiers fabuleux, entre Arizona et Utah, du Grand Canyon jusqu'au Grand Staircase, d'où le nom de la course, en passant près de Vermilion Cliffs, Zion National Park, Coral Pink, Sand Dunes, Peekaboo, Slot Canyon. Les participants évoluent dans un spectaculaire mélange de désert et de terrains variés avec du sable dur, du sable mou, des dunes, ça doit te rappeler quelque chose, des sentiers forestiers, des rochers rouges à escalader, il y a un peu de grimpette aussi, tu vas nous en parler, des routes rocheuses ou encore des canyons en fente. Les coureurs sont chaleureusement invités à regarder un œil pendant la course sur la faune et la flore le long du parcours. Il y a notamment des condors de Californie en voie de disparition. Je ne sais pas si tu as croisé des condors sur ton parcours. Non, j'en ai pas vu. Bon, tu allais trop vite. Ils t'ont jamais rattrapé. Non. Alors j'ai peut-être vu des grands oiseaux. Est-ce que c'était des condors? Je ne sais pas. Mais il y avait aussi des mouflons d'Amérique, des cerfs-mulets. Bon, pas vu la couleur. Et par contre, ça, tu en as vu, je pense, des cactus que l'on ne trouve nulle part ailleurs, dont il faut se tenir, je pense, relativement à distance. Ça peut être un mauvais moment, ça, les cactus. Ça fait pas un peu partie des risques de la course, là. Ouais. Il faut que tu amènes une pince à épiler là pour enlever les épines ou pas? Non, Comment? Faut emmener des pinces à épiler si tu te non, mais le pied les dedans. épines sont assez grosses, donc on peut les enlever à la main, mais c'est vrai que ça fait. C'est une douleur qui est résiduelle pendant plusieurs minutes. Ouais. Quand on shoot dans un cactus, et surtout que des cactus sont assez rares. Et donc assez fourbe. Et voilà. Difficile de rester concentré pendant des heures sur où est-ce que tu poses ton pied. Donc forcément, à un moment, tu te fais avoir. Et là, après, voilà, faut enlever les épines. Et effectivement, il y a une douleur qui persiste un peu pendant 15-20 minutes. Et là, c'est... Voilà. C'est pas un bon moment. La ligne d'arrivée se trouve au sommet des Pink Cliffs et du Grand Staircase à une altitude de 2651 mètres et offre aux participants une vue saisissante sur le parcours qu'ils viennent de boucler, l'occasion de regarder en arrière les falaises et de profiter de paysages panoramiques encadrés par les cheminées de fées, je crois que c'est leur joli petit nom, et des formations rocheuses qui sont vieilles de plus de 2 milliards d'années. On est bien peu de choses, mon cher Meryl. Oui, mais j'ai pas toutes ces informations pour tout te dire. T'as vu, j'en sais des choses. Hein. C'est marqué dans le roadbook, mais voilà, comme il est en anglais, forcément, j'ai pas tout compris. Google Translate ne marche pas sur le papier encore. Non, pas encore. Et voilà, comme tu ne manqueras pas de nous le dire, en tout cas, Meryl, le Grand to Grand est certes une épreuve sportive qui est extrêmement exigeante, mais c'est aussi un voyage intérieur puissant et puis un moment de partage privilégié avec en plus son format très intime, puisque seuls 68 coureurs finalement étaient présents sur la ligne de départ ce jour-là. Pour le jour de la première étape en tout cas. Voilà en quelques mots ce qu'il fallait savoir du Grand to Grand. Maintenant Meryl, c'est un moment qui est un peu comme le cactus qui va piquer parce que c'est le moment de la question qui pique, de quoi ça pique. Alors c'est une question évidemment très gentiment piège, tu le sais, qui t'est destinée. On va beaucoup parler du terme Grand aujourd'hui, Grand Canyon, Grand Staircase. Donc je te propose un petit quiz sur le cinéma. Je vais te donner une affirmation, il faudra juste que tu me dises si je te parle d'un film qui s'appelle Le Grand Bleu ou si c'est Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'est facile. Ouais. Hein, ça devrait aller. Je les ai vus tous les deux. Donc j'ai trois affirmations pour toi. L'acteur principal de ce film-là n'a jamais vu le film en entier. Le Grand Bleu ou Le Grand Blond avec une chaussure noire? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, bravo. C'est Jean-Marc Barr, effectivement, puisque le film a été projeté à Cannes
Et apparemment, il était passamment éméché. Il a passé toute la séance du film, toute la projection, à aller chercher les toilettes. Donc, il n'a pas vu à l'occasion de la projection à Cannes en intégralité. Voilà. Bravo Jean-Marc. Il a peut-être revu après quand même. Non, il a pas Je crois, revu. alors, en fait, en réalité, il dit l'avoir vu 7 ou 8 ans après, l'avoir trouvé que c'était plutôt un film pour ados, un peu prépubère et tout ça. Donc, il a quand même complètement taillé le film dans lequel il s'est pas mal révélé aux yeux du grand public. Très bon esprit, Jean-Marc. Donc bravo, 1 sur 1. Meryl, on peut dire que ça commence bien. Okay. L'acteur principal de ce film est une célébrité en Europe de l'Est et en Russie. Ouais, ça peut être Pierre Richard, ouais. Bravo, il y avait un piège parce que voilà, Jean-Marc Bas aussi assez réputé dans l'Europe centrale avec les types de films d'arrêt d'essai qu'il a fait, voilà, avec des réalisateurs de ce coin-là. Mais oui, il est très célèbre, il a même des sosies, tu vois, dans des émissions de télé. Il était très copain avec Gorbatchev, je te l'apprends. D'accord. Donc voilà, on soupçonne pas ces choses-là. 2 sur 2, Meryl. Je suis impressionné. C'est la dernière question, tu t'en sors à merveille. Dernière question, dernière affirmation pour toi. Suite à la projection presse qu'il a jugée catastrophique et annonciatrice d'un fiasco, l'acteur principal du film décide de s'exiler dans la foulée 3 semaines en Guadeloupe pour se déconnecter complètement. Parce qu'il pense que son film ne marchera pas. Bon, je vais dire le grand bleu, mais Le grand blond avec une chaussure noire. C'est Pierre Richard. Il a été à la projection presse où il a vu que tous les journalistes étaient... Enfin, en tout cas, il a eu l'impression que les journalistes étaient en train de dormir, donc il a préféré partir, et quand il est revenu, il s'est rendu compte que ça avait été un succès phénoménal, puisque le film a fait 3,4 millions d'entrées, ce qui était dans le top 10 du box-office. Il y a même eu une suite, et il y a eu une adaptation américaine avec Tom Hanks, que je pense personne n'a vu, qui s'appelle L'homme à la chaussure rouge. Tu vois. On ne sait pas s'il est blond ou pas, mais voilà. Et puis il a préféré la chaussure rouge. T'étais pas loin du grand chelem, bravo, mais tu sors quand même par la grande porte. Forcément, de bonnes réponses sur toi, bravo Meryl. Merci. On va maintenant se plonger plus particulièrement dans ta course et le Grand to Grand. Est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel tu as entendu parler de la course? La course, elle a une dizaine d'années puisqu'elle a été créée en 2012. Est-ce que tu en as entendu parler dès ses débuts? Et puis est-ce que déjà il y avait une espèce de fascination pour cette course et le lieu dans lequel elle se tient? Alors en 2012, ouais, en fait, c'est après mon premier MDS où j'avais envie de refaire une course en étape, donc j'ai recherché un peu sur le net les courses en étape qu'il pouvait y avoir un peu dans le monde pour voir s'il y avait quelque chose que je pouvais refaire. Et puis j'étais tombé sur effectivement le Grand to Grand. J'ai mis dans mes favoris de mon navigateur, je me rappelle, il y est toujours d'ailleurs. je peux te le montrer. Et puis voilà, je m'étais dit un jour ça va être chouette. En plus j'avais jamais été aux États-Unis, donc voilà, celle-là je l'avais gardée sous le coude. Après c'est vrai qu'en termes d'engagement financier, c'était quand même quelque chose d'assez important avec le voyage et tout. Donc bon voilà, ça faisait partie de ma wishlist, mais voilà, pas plus. Un rêve presque inaccessible. Voilà. Après j'avais suivi les exploits d'Éric Claverie parce qu'il a gagné l'épreuve en 2017, voilà. L'année aussi où il avait participé au MDS, il avait terminé 5e cette année-là. Donc voilà, j'avais vu cette course, je me suis dit, tiens, voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur cette course. Et comme tu disais, elle est quand même très intimiste. La capacité d'accueil, je crois que ça doit être 150 coureurs maximum. Et puis là, sortie de la période Covid, il y avait peut-être moins d'inscrits cette année. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité d'y prendre part cette année, que ce rêve se concrétise? Oui, en fait j'ai eu l'information, ça s'est fait un peu tardivement. J'en avais parlé à Laurence Klein à l'occasion du Marathon des Sables de cette année, de cette année. Sachant que Laurence, elle y a déjà participé 2 fois. Et puis voilà, à l'occasion, on a beaucoup de temps sur le bivouac pour discuter avec les uns et les autres. Et c'est chouette d'avoir beaucoup de temps. Et ça, c'est bien. Tout le monde n'a pas beaucoup de temps, mais ceux qui arrivent suffisamment tôt ont du temps pour discuter. Tu serais pas en train de nous narguer là, Meryl? Je sais pas si on va beaucoup discuter pendant cette semaine. Non, c'est ce que je veux dire à la fin de cet épisode, c'est qu'on y sera ensemble, mais qu'on se verrait sûrement pas suffisamment sur le bivouac, parce que j'arriverai bien plus tard que toi. On verra avec le plan que je t'ai préparé, normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, donc on a discuté avec Laurence, et puis elle s'est dit moi aussi en fait, Laurence elle a abandonné 2 fois cette course, et donc elle avait aussi envie d'y revenir, et puis voilà, c'en était resté là. Et puis Laurence a quelques relations dans son monde professionnel, dans son réseau, et puis elle en a parlé alors je vais le nommer, Emery Forzi, qui est un entrepreneur français qui habite dans le sud-ouest, qui a quelques sociétés, et qui lui aussi avait participé au Grand to Grand, qui lui aussi avait abandonné, et il s'est dit je vais peut-être me relancer aussi dans cette aventure.
Et puis voilà, Laurence lui a parlé de moi, il m'a dit ok, on y va tous les trois. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà, donc avec l'appui de sponsors, donc Centracor et puis les Bérets Lolaire, entreprise française, les Bérets Lolaire qui équipe notamment l'armée française, je crois, en béret. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta préparation pour ce Grand to Grand? Est-ce que il y a beaucoup de, enfin, est-ce que tu fais des parallèles avec la préparation du marathon des sables? Est-ce que tu envisages ça comme une course qui est radicalement différente, en tout cas en amont, ou est-ce que tu t'imagines qu'il faut avoir sensiblement les mêmes briques et poser les mêmes briques de préparation? Moi, je suis parti sur le même schéma de préparation. Clairement, on est quasiment sur la même distance. Enchaînement des étapes tous les jours, un peu d'altitude, la chaleur. Alors, le climat, c'est souvent incertain dans la région là-bas. On n'a pas forcément comme dans le Sahara, voilà, une grande chance d'avoir du soleil tout le temps. Là, c'était un peu plus aléatoire, mais bon. Voilà, la chaleur, l'enchaînement des étapes, des grandes lignes droites bien monotones. Donc je suis resté sur ce même schéma d'entraînement. Est-ce que le fait que tu saches assez tardivement finalement que tu allais participer à la course, est-ce que ça bouscule un peu les prépas? Est-ce qu'on arrive à récupérer un peu ce temps-là, ou est-ce qu'il faut juste envisager de faire une prépa un peu plus allégée, ou est-ce que tu avais déjà un socle suffisant qui te permettait de pouvoir construire? Quand je dis un peu tard, voilà, c'était peut-être au mois de juin. Juin-septembre, ça laisse largement le temps de se préparer, sachant que je ne m'arrête jamais réellement de courir. J'ai modulé un peu mon entraînement quotidien pour voilà, essayer d'arriver en forme. En plus, il y avait la période de congé, donc j'ai pu organiser mon entraînement un peu comme je voulais. Est-ce que tu peux me donner à entendre à nos auditeurs un peu quelles sont les règles, les conditions matérielles sur la course en termes d'alimentation, d'hydratation, le mode de fonctionnement du bivouac pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ce format de course à étapes? C'est quoi les grands principes sur l'autosuffisance aussi, enfin, voilà, la sécurité médicale? Le grand principe donc, de l'autosuffisance, c'est de devoir transporter son équipement et la nourriture pour toute la durée de la course. Donc du premier matin jusqu'à l'arrivée, on doit avoir de quoi se nourrir avec un minimum requis à chaque jour, pour pas qu'il y ait des gens qui aient tendance à en prendre le moins possible pour gagner du poids. Ensuite, sur le bivouac, l'organisation généralement distribue de l'eau, alors chaude ou froide. On se la fait chauffer ou là, en l'occurrence, elle pouvait être distribuée chaude. Parce qu'il y avait des contraintes sur les feux, notamment, c'est ça? Oui, on est dans les parcs nationaux américains, donc on n'a pas trop le droit de faire du feu. Et donc voilà, après bivouac, alors dans le matériel obligatoire, on avait, pour se protéger du froid, donc une doudoune, un sac de couchage avec un indice thermique un peu plus élevé que la normale. Un poncho pour la pluie, voilà, après un peu de matériel de sécurité, quelques médocs, puis voilà quoi, c'est une boussole. Des tentes qui étaient fermées, c'est ça, au contraire du MDS? Voilà, pour les tentes, c'est effectivement des grandes tentes, des chapiteaux qui sont fermés de quatre côtés, avec une bâche aussi dessous pour éviter qu'il y ait des bestioles qui rentrent dans la tente, parce que ça fait partie un peu des choses qui me faisaient un peu flipper avant d'y aller. C'est quoi comme petites bestioles? C'est pas des petits serpents? Alors, des araignées qui a priori sont inoffensives, mais si elles sont impressionnantes. Et puis, des serpents, des crotales, ce genre de choses là. C'est des trucs pas très sympas. Vaut mieux un bon vieux condor. C'est moins voilà. Donc, pour éviter qu'effectivement ils rentrent dans la tente, elles sont fermées. Après le sol, on dort à même le sol avec nos petits matelas obligatoires aussi, là, cette année, sur le Grand Tour. Un code Wi-Fi par personne, j'imagine. Ouais. non, après, voilà, c'est assez spartiate. C'est assez spartiate. Les sanitaires, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, on n'est pas à l'hôtel. Mais voilà, après, c'est des conditions que moi j'ai l'habitude de vivre, classiques, qui me conviennent tout à fait. Tu es arrivé 4 à 5 jours avant, sur place. Est-ce que l'idée, c'était de te mettre dans l'ambiance, de devoir un peu prendre le pouls et puis aussi d'aller en profiter pour faire une reco du terrain, puisque le parcours est identique d'une année sur l'autre. Donc, c'était aussi, j'imagine, l'idée. Puis, il y a un sujet d'acclimatation. C'était l'idée d'aller à Canab quelques jours avant pour s'habituer à l'altitude quand même, parce qu'on doit naviguer autour de 1700, 1800 mètres dès les premières étapes. Le climat, bon, on est quand même sur des climats assez tempérés, même si
il y a beaucoup de soleil. Le terrain, le sable, oui, reconnaître un peu le parcours parce que à mi-parcours, on repasse pas très loin de Canab. Et donc, on a pu aller faire une partie du parcours, notamment d'aller dans les Pink Dunes, là, les Pink Dunes, comme tu disais tout à l'heure. Voir ce que ça donnait, et, prendre quelques photos parce qu'effectivement, moi, je prends pas d'appareil photo sur la course, donc je peux pas amener quelques souvenirs avec moi. Donc, je les prends. Dans le cœur. On les a pris, voilà, c'est dans le cœur et je les ai prises un peu avant. Et donc, effectivement, avec Laurence et Emery, on est allé faire quelques petites sorties pour s'acclimater. Alors après, est-ce que ça a été efficace ou pas bon, j'ai souffert sur la première étape. Donc je vais dire que si je l'avais pas fait, ça aurait pu être pire. Petit sujet sur l'alimentation aussi sur place, c'était Ouais. pas simple de trouver des produits Ah ouais, c'est vrai bruts. que ça c'était, comme je te disais, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis et ça fait partie un peu des choses qui m'ont un peu étonné. C'est la nourriture aux US, c'est beaucoup de produits transformés. C'est très compliqué de trouver une alimentation saine. Enfin, en tout cas, là où on se trouvait, hein, c'était, ouais, c'est beaucoup du hamburger, de la viande, des choses frites. Bon, pas ce que j'ai l'habitude de manger. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a un peu pêché pour Laurence et peut-être Emery, c'est que sur cette semaine d'avant-course, l'alimentation n'a peut-être pas été Très différente en tout cas, ce qui différente habituellement. Voilà, et ça a peut-être joué sur leurs conditions physiques dès le départ. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs et des ambitions avec lesquels tu te présentes sur la course à quelques semaines du départ et te annoncer notamment la présence de Rachid El Morabiti qui a été nonuples vainqueur du MDS notamment, qui est un concurrent de renom. Est-ce que toi il y a le plaisir évidemment j'imagine en majeur, mais l'idée c'est d'aller chercher la victoire. Il y a aussi un record d'Éric Lavry sur la course. Est-ce que c'est un sujet à ce moment-là? Enfin voilà. Dans quelle disposition tu es? Alors, c'est vrai que au mois de juin, j'avais effectivement l'info que Rachid allait prendre le départ. Donc, bah voilà, je me suis dit, bah, ok, je serai deuxième, au moins. Alors, bah, c'est vrai que quand Rachid prend le départ d'une course, généralement, sur ce genre d'épreuve, c'est vraiment sa spécialité. Mais voilà, peut-être que dans ce contexte-là, en dehors du Maroc, avec d'autres altitudes, d'autres climats, d'autres conditions de course, peut-être qu'il y aurait eu... Son frère qui n'est pas là. Son frère n'était pas là. Voilà, peut-être qu'il y aurait eu... ça serait passé différemment. Voilà, donc ça, effectivement, je m'étais dit, bah voilà, il va y avoir match avec Rachid, sachant que j'avais déjà fait une course aux Émirats Arabes Unis avec lui, il y a quelques années avant, en 2019, je crois. Et on avait fait la course ensemble. Et c'était bien passé, j'avais fait sa connaissance, c'est pour ça que je partageais, normalement je devais partager la nuit d'hôtel avant course et post course avec Rachid. Et puis voilà, après donc il y a eu la journée technique où on va vérifier où l'organisation vérifie le matériel, et au cours de cette journée, voilà, j'ai compris que voilà, Rachid serait pas présent. Voilà, donc j'ai pas été déçu. On peut pas dire ça. Non, même si effectivement, d'un point de vue sportif, ça aurait été intéressant de voir Rachid dans ces conditions de course. Après, au final, j'ai dit, bah, ok. Bah, vous allez vous retrouver dans pas très longtemps dans le Sahara. Et puis voilà, ça sera peut-être pour moi, voilà, peut-être l'occasion d'être un peu sur le devant de la scène sur une grande course comme ça. C'est toujours intéressant. Après, le record d'Éric Lavry, je l'avais pas forcément calculé. C'est en milieu de course que voilà. L'organisation m'en a fait part et j'ai regardé ça d'un peu plus près, j'ai essayé de me raccrocher à ça, sachant que effectivement sur la durée de la course, j'ai pas eu beaucoup de concurrence directe. Est-ce que c'est possible de prévoir une stratégie assez fine sur ce type de course, de définir en amont en tout cas comment appréhender peut-être au moins certaines étapes sur la longue, se donner des intentions, ou est-ce que c'est tellement long et imprévisible qu'il n'y a pas vraiment de stratégie à élaborer? En tout cas, s'il n'y a pas de concurrents que tu regardes plus spécifiquement, c'est plutôt sensation globalement? Non, il n'y a pas vraiment de stratégie. Hein. On sait à quoi on s'attend, on sait que ça va être long, on sait qu'il ne faut pas partir trop vite. Non, il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir pour ce genre d'épreuve. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce Grand to Grand? Moi, je m'attends à vivre, à voir beaucoup de choses. À voir beaucoup de choses parce que le Grand Canyon, voilà, j'en ai des images dans les bouquins, mais dans les reportages, mais voilà, je l'ai jamais vu en vrai. Et c'est vrai que quand on arrive en bus au bord du Grand Canyon, c'est impressionnant ce gouffre.
Et le départ est donné au bord de la falaise, quoi. C'est ça, Oui, vous dormez à côté la nuit qui précède, c'est ça? Et on dort à côté la nuit, il faut faire attention si on est Attention, un faut peu pas, somnambule. En fait, il y avait 130 partants, mais au final, il y en a 65 qui sont malheureusement tombés cette nuit-là. Non, mais le départ, c'est vraiment exceptionnel. Le site est grandiose. Est-ce que ça fait comme la première fois où on va à New York, par exemple, où c'est des décors que tu connais pas parce que tu n'y as jamais été réellement, mais tu as tellement vécu dans cet imaginaire-là et des références de séries, de films ou autres? Est-ce que toi, le Grand Canyon, tu avais l'impression de connaître déjà par toutes les images dont tu avais pu t'abreuver, et puis en le découvrant en vrai, c'était très différent? Non, franchement, non, c'était différent. Alors des paysages comme ça de canyon, on peut aussi en trouver en France, mais là c'est du XXL, quoi. Voilà, ça file le frisson, quoi, quand tu es au bord de ce gouffre là. Ouais. Ça doit être fou. Je confirme. Puis on a eu donc une nuit, donc on a eu un coucher de soleil, un lever de soleil sur le Grand Canyon, donc ouais, non, c'est des belles images. Et on avait, alors moi j'avais pas mon appareil, mais d'autres avaient leur appareil photo. Ils ont immortalisé l'événement. C'était sympa. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes sur la course? Est-ce qu'il y a oui, parce qu'en fait, sur la première étape, c'est là où on va voir un peu quelles sont les forces en présence, comment est le terrain, comment est balisée la course. Parce que le roadbook qu'on a eu dans la semaine, il n'est pas hyper précis. Donc, et au final, en fait, la course est très bien balisée. Il n'y a pas de problème de se perdre ou quoi que ce soit. Il y a des petits drapeaux tous les 50 mètres, d'ailleurs, sur 275 bornes. Les petits drapeaux, c'est un sacré défi. Donc voilà, après oui, l'appréhension du terrain, les cactus. On annonce une météo qui n'est pas terrible, ça c'est pas vérifié dans la réalité des choses, mais en tout cas, on a surveillé la météo effectivement toute la semaine. Ils annoncent effectivement de la pluie au milieu de parcours, et pendant les quelques jours avant la course, donc on était à Canab, on a eu droit à une pluie. Alors, je suis habitué dans le sud à avoir des épisodes Cévenol, à avoir des grosses pluies, mais là c'était quelque chose quand même. Donc, et quand tu es en course, tu prends ça sur la tête, ça va être. Je comprends l'utilité du poncho, quoi. Mais bon, en fait on a eu un peu de pluie sur une soirée, une nuit. Mais en course, on n'a pas eu de pluie. Ça part fort, la première étape. Ça part fort. Le coureur américain Jacob Taylor, qui a gagné l'année dernière, est présent et il est devant avec un autre coureur britannique. Et donc, moi, ça a été ma plus mauvaise journée, en fait, cette première étape de 50 km. Je me suis très vite retrouvé tout le temps dans le rouge au niveau rythme cardiaque. Je n'ai pas d'explication. Pourtant, je n'avais pas des vitesses. La première partie du parcours, les 10 premières bornes sont plutôt profil descendant. Donc, voilà, j'étais peut-être 11-12 km/h. Mais bon, voilà, c'est des vitesses normalement que j'arrive à tenir assez longtemps. Et là, j'étais sur 90% de ma fréquence cardiaque. Je n'ai pas trop compris. Et voilà, ça a été la journée la plus difficile. Voilà, je suis resté donc avec ces deux coureurs jusqu'à quasiment la mi-parcours, jusqu'au 4e CP. Voilà, je reste avec l'Américain. Il décroche à ce moment-là, et puis je finis sur peut-être avec 20 minutes d'avance, je ne sais plus précisément. Et puis voilà, je shoot dans 2 cactus. Je pète avant le premier CP, je crois que je casse la pipette de mon bidon. Donc là, le désastre, quoi. C'est relativement pratique, CP, effectivement. Il ne reste plus qu'un bidon. Bon, au final, c'était juste déboîté, mais bon, je l'ai vu au bivouac à l'arrivée. Mais bon, ça m'a mis un peu de stress de ce côté-là. Effectivement, c'était 20 minutes d'avance, je confirme. Ouais. Ça n'a pas été la course, en tout cas l'étape la plus intéressante de la course, cette première étape? Non, effectivement, on part du Grand Canyon, qui est un site grandiose, et puis sur la première étape, voilà, voire même un peu la deuxième, on est plus sur une étape de transition pour aller vers Zion Park, qui concentre beaucoup de sites exceptionnels. Donc jusque-là, on est sur des... Bon, après, c'est chouette, hein, c'est des grandes plaines désertiques, c'est le Far West, c'est Vermilion Cliffs à l'est, là. C'est tout un poème déjà, c'est non, je trouve. Déjà, ça fait voyager. Ça fait voyager. Voilà, après, voilà, j'ai pas vu... si j'ai dû voir
Des antilopes, je pense. C'était des antilopes. Mais voilà, on est sur vraiment des grandes plaines, des grandes longueurs de course. On longe des propriétés privées, donc le long des clôtures. Voilà, mais ça reste 50 km qui sont quand même compliqués parce que le sol est quand même bien sablonneux. Je ne sais plus combien de temps je mets, mais ça entame déjà bien les organismes sur une première étape, l'entrée en matière. Et je pense que c'est la difficulté de cette course. Les premières étapes sont très difficiles. 4h57 pour ta première étape. Ouais. La chose qui te frappe aussi, alors je ne sais pas si c'était dès sa première étape, mais quand on a eu notre échange en amont de cette interview, tu parlais de la clarté et de la netteté du décor. Est-ce que tu as ressenti déjà ça dès la première étape, d'avoir une vue à perte de vue pour le coup et qui soit très nette? C'est une chose que tu avais l'habitude de voir. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà, quand on est en France, les paysages, là, on les voit, on les distingue, mais au loin, voilà, il y a toujours une espèce de brume et là, tu as une netteté à perte de vue quoi, sur les montagnes alentours. Et ça, c'est exceptionnel. On a l'impression d'être... je sais pas. Et même les nuits, d'ailleurs, les nuits étoilées sont vraiment exceptionnelles. Et je pense comme il n'y a pas de pollution, il n'y a pas forcément de vent, on a vraiment une vue à l'infini qui, moi, m'a marqué particulièrement. Tu parlais des nuits étoilées, à quel point elles sont froides. Tu disais qu'il fallait avoir aussi un équipement un peu particulier, un sac de couchage particulier. C'est quel genre de température? T'as une idée? Je sais plus vraiment, mais on devait être autour de 10 degrés. Et puis on a eu sur le dernier bivouac, il est quand même à 2000 mètres, un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, on a dû descendre à 2 degrés. Avec l'humidité, bon, il faisait frais. Il faisait frais. La deuxième étape, c'est une étape marathon qui fait un peu plus de 43 km. Comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'est l'étape dont j'ai le moins de souvenirs. Elle s'est passée, je me rappelle qu'il y avait une grosse partie, on traverse un site qui s'appelle Kebab Forest, juste au sud de Kanab. Et en fait, cette forêt, il y a eu un incendie il y a quelques années. Donc, je me souviens de passages pas très agréables, des arbres brûlés. Et puis, on est sur une partie qui est du cross-country, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin. En fait, on trace en ligne droite dans la forêt, avec effectivement des buissons qui commencent à repousser. Donc, voilà, c'était pas forcément très agréable. Puis voilà, après on arrive au deuxième bivouac. Mais voilà, ces 2 premières étapes, on est plutôt dans des étapes de transition pour rejoindre la deuxième partie du parcours qui, elle, est vraiment exceptionnelle. C'est une différence avec le marathon des sables, c'est que l'étape longue arrive un peu plus tôt, puisque c'est dès le 3e jour. Donc c'est une étape de plus de 80 km, 85 en l'occurrence. Est-ce que c'est toujours l'étape que tu redoutes le plus sur ce type d'effort et sur ces formats de course? C'est l'étape qui fait peur. C'est vrai qu'elle arrive tôt dans la semaine, on a déjà fait 85 km à peu près. Et puis ce qui fait peur surtout, c'est les 2 qui arrivent derrière. C'est vrai que le marathon des sables, quand on a fait la longue, bon, ok, il reste un marathon, c'est une journée, t'es mal une journée, bon, ok. Là, il reste 3 jours et deux belles étapes qui piquent vraiment. Donc voilà, je suis parti quand même très prudemment sur cette 3e étape. Un gros tronçon de dune, 8 km? Un gros tronçon de dune, avant ça on a du relief. C'est la première fois où on a vraiment une belle montée, qui doit faire 400 mètres de dénivelé à peu près, avant le premier ou le deuxième CP, je sais plus. Donc on monte sur les hauteurs de Kanab. Et puis après on a une grande descente. Alors grande descente, ça c'était top parce c'était très sinueux, c'était un chemin de sable très sinueux avec une longue descente. Donc ça c'était je peux bien envoyer, c'était pas mal. J'étais déjà seul. J'étais déjà seul après le premier CP. En haut de la côte, en fait, je me suis retourné. Taylor Jacob je l'avais plus en vue. J'ai rattrapé donc à ce moment-là, parce qu'on part comme au marathon des sables, on part en décalé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rattrapé Emery et Laurence. J'ai vu qu'ils étaient vraiment entamés. Bon, après je les ai encouragés comme j'ai pu, mais voilà, c'était compliqué pour eux. Voilà, et puis après, effectivement, c'est là où c'est cette partie-là qu'on a un gros passage de dunes. Donc, alors les dunes de Zion Park, là, c'est pas tout à fait les dunes de Merzouga. Hein.
C'est des grandes étendues de sable, des gros trous, des grosses montées. Et contrairement au MDS où là, on a plutôt tendance à naviguer entre les dunes, à essayer de trouver le meilleur parcours où on va perdre le moins d'énergie, donc éviter de descendre dans les trous, de monter en haut sur les crêtes des dunes. On va rester, voilà, on va essayer de contourner la dune, etc. Là, le balisage est tel que, en fait, c'est une ligne droite dans les dunes et voilà, l'Italien là, qui a fait le parcours, qui fait le balisage, il s'est régalé. En fait, il a tiré droit en se disant, voilà, faut que ce soit plus dur. Et c'est plus dur. Tu arrives à les lire quand même assez bien, même si là il y a une trajectoire plus ou moins imposée. Est-ce que non, là je suis allé tout droit dans le mou, dans le dur. C'était ouais. Mais c'était éprouvant parce que remonter sur les dunes de sable dans le mou, on perd une énergie de dingue. Donc arriver en haut des dunes, voilà, on reprend sa respiration, on repart. Mais voilà, après faut pas s'affoler. Puis voilà, je m'affolais pas parce que voilà, j'étais quand même devant, j'avais pas forcément de pression plus que ça, mais il y aurait eu d'autres concurrents à côté de moi, j'aurais peut-être réagi différemment. Donc tu nous l'as dit, t'as pas de concurrent à portée de foulée, à tel point que tu passes le 5e checkpoint, leur gars n'a pas encore eu le temps de mettre en place l'accueil. C'est ça, j'arrive... Pas de bouteille d'eau, ça veut dire pour toi concrètement ça ? Comment ? Ça veut dire que t'as pas de bouteille d'eau pour toi pour la suite ? Non, alors il y avait pas le CP, mais il y avait quand même une personne de l'organisation qui était là, qui avait sa voiture, qui venait d'arriver pour réceptionner le matériel pour monter le CP. En fait, il n'était pas encore monté. Et donc, il m'a donné une bouteille qu'il avait dans sa voiture. J'ai rempli mon bidon. Et puis, après, il ne restait pas non plus une grosse portion donc, jusqu'à l'arrivée. Donc, j'ai terminé comme ça. Mais voilà, je me dis, mais où est-ce qu'il est ce CP ? Je ne le voyais pas. Et en fait, j'étais dessus. Mais voilà, donc l'étape longue. Voilà, après, une journée un peu plus... une journée de repos. T'es comme un lion en cage en ce moment-là où tu profites vraiment de chaque minute pour te régénérer. Ah ouais, là, c'est... je trouvais que j'étais moins entamé que sur le MDS, où le MDS sur l'étape longue elle est éprouvante et puis on se rentre dedans parce que l'intensité est un peu plus élevée. Là c'était sympa et puis la journée de repos, là on a eu l'organisation nous a fait quelques surprises pour nous faire passer de bons moments. On a eu un petit concert de country dans un décor de dingue. Franchement c'était exceptionnel. Ouais. T'as des rituels dans ces journées, dans les journées comme ça ? Est-ce que t'as des habitudes en tout cas Moi, j'ai pour habitude d'aller marcher un peu, d'aller découvrir un peu les alentours. Mais bon, après, voilà, faut surtout se reposer. Et puis après, voilà, c'est rythmé par les arrivées des autres coureurs. Donc, la pluie aussi, qui s'est invitée ? La pluie qui s'est invitée. Alors la pluie dans la nuit. Et c'était un mal pour un bien parce qu'en fait le lendemain, du coup, on était sur des pistes où le sable était plutôt humide, donc plutôt dur. Et donc, ce qui a permis un peu de courir et de moins se fatiguer sur l'étape qui suit. Ouais. On parlait de l'appréhension en amont de la longue. Est-ce qu'une fois qu'elle est passée, on se dit que c'est quasiment fait ? On se dit que c'est quasiment fait, mais il reste deux fois 40 km, plus encore une petite étape derrière, qui est une course de côte, en fait. Donc, ouais. Donc là, ce qui m'a boosté un peu à ce moment-là, c'est quand l'organisation m'a indiqué que j'avais sur cette étape-là, donc comme chaque année on a le même parcours, on a des temps de référence, et sur ce temps de référence, j'ai fait un peu mieux qu'Eric Lavry sur cette étape-là. Hein. Et donc à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un challenge pour moi d'aller essayer de voir si je peux, sur les deux, parce qu'il reste quand même deux grosses étapes, d'aller gratter encore un peu de temps pour me rapprocher du record d'Eric, voir le dépasser. Bon, Eric avait pris beaucoup d'avance sur la première et deuxième étape, donc j'ai bien compris que c'était compliqué. Mais voilà, ça m'a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où j'ai géré toute la semaine. Sur la première partie, il y avait quand même Taylor Jacob qui était pas très loin, et sur la deuxième partie, je me suis mis dans la tête de me rapprocher de cette perf d'Eric, et donc voilà, je m'étais tout tranquille devant à regarder les araignées et les petits serpents qui circulaient, quoi. Il y a des choses qui te manquent au bout de 4 jours de course comme ça. Ce serait quoi les choses dont tu as le plus envie dans ces moments-là ? À part un concert de country. Non, des choses qui manquent. Non, franchement... T'as pas le mal du pays, tu demandes pas ce que tu fais là, t'as pas envie de manger... de toute façon, des les 7 jours
où on est isolé, voilà, on les a mentalisés, voilà, on sait que on y est pour 7 jours et voilà. Et puis l'ambiance un peu familiale, le décor fait que voilà, t'es bien. Et puis alors là, voilà, on n'était vraiment pas nombreux, on se connaissait tous plus ou moins assez rapidement, notamment toute la communauté francophone, hein. Et des Belges, des Québécois. Et donc voilà, c'était très très sympa. J'ai fait plein de potes en fait. Ouais. Comment sont passées les étapes suivantes? Donc la 4e étape qui était le jour 5 et puis la 5e étape le jour 6, qui était donc 2 fois à peu près un peu plus de 41 km dans les deux cas, 41 et 42. C'est les plus belles étapes en fait. C'est les plus belles étapes. C'est là où on traverse quelques canyons. Alors certains avec de l'eau, d'autres et notamment un, la Picaboo Canyon, là, qui est vraiment exceptionnel, quoi. C'est pour vous donner une image, hein, on est dans un couloir qui doit faire 1 ou 2 mètres de large, sinueux, avec des falaises à 5-6 mètres. À ciel ouvert ou à ciel ouvert, de couleur ocre, jaune. Et puis, il n'y a pas vraiment de bois, de végétation au sol. Donc voilà. Et puis là, on circule là-dedans, on a tendance à accélérer même un peu trop. Le sol est meuble, c'est du petit gravier. Et là, c'est des moments de course. Là, j'ai rarement eu ce genre de sensation en course, quoi. T'as des frissons. Vous croisez des touristes sur le parcours ou des gens, ou globalement vous êtes seul? Sur cette partie-là, je pense que c'est pas forcément ouvert au grand public. Je pense qu'il faut avoir un guide pour venir sur ces zones-là. Et donc, alors, est-ce qu'ils avaient eu des instructions pour pas venir ce jour-là? En tout cas, non, j'ai pas vu sur cette partie-là, j'ai pas vu de touristes se balader. J'ai vu quelques 4x4, quelques quads sur les alentours, parce qu'effectivement, les Américains aiment bien se balader en véhicule motorisé dans ces coins-là pour profiter. Mais ouais, la 2 étapes, cette avant-dernière étape, celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Celle qui suit, très bien aussi. Moi, j'ai l'image du bivouac, qui est vraiment l'image du ranch américain, avec la ferme en bois, les chevaux qui courent dans la prairie. Ah ouais, non, mais c'était... Le truc de vent qui tourne, là, blanc aussi. Exactement, il y avait ça aussi, ouais, les montagnes autour. Enfin, c'est... Ouais. Comme dans un rêve. C'est vraiment voilà, l'image du Far West que j'avais en tête, quoi. Il reste une 6e et dernière étape, donc qui est courte et qui est voilà, globalement c'est que de l'ascension. Avant que cette course démarre, est-ce qu'il y a déjà de la place à la nostalgie? Est-ce que quand tu touches au but de la course et voilà, c'est joué, est-ce que tu as envie que ça se prolonge ou tu te dis que c'est bien et puis que voilà, on va passer au chapitre d'après dans quelques jours? Moi, je me dis qu'il faut passer à autre chose là maintenant, parce que alors, je dis pas que je me suis pas ennuyé sur la course, hein, très loin de là. Mais c'est vrai que d'être seul devant, au bout d'un moment, voilà, j'ai fait ma course un peu en solitaire. Voilà, c'est bon. Comment elle s'est passée, donc cette dernière étape? C'est 12 km de montée. Bah, c'est vrai qu'elle fait un peu peur quand on regarde le profil sur le roadbook. On voit une espèce de grande côte qui fait 12 bornes, là. Waouh. En fait, au final, les pourcentages sont pas énormes. Et par contre, sur la fin de ce parcours, là, on arrive justement sur la zone du Grand Staircase. Là, là c'est vraiment chouette. Là, on est au milieu de ces concrétions rocheuses. Là, c'est top. Les cheminées de fées, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, on arrive sur le point culminant. Il y a des pizzas à l'arrivée. J'annonce. À bon entendeur. À bon entendeur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Tu conclus ce Grand to Grand, donc après un peu plus de 30 heures d'efforts au cumulé. On l'a pas dit, mais pour pas spoiler, je l'ai pas dit trop vite, mais tu as remporté toutes les étapes. Qu'est-ce que tu as ressenti avant même de savoir qu'il y avait des pizzas à l'arrivée, au moment de franchir la ligne d'arrivée? C'est quoi le sentiment qui prend le dessus? C'est un sentiment de fierté. Voilà, j'ai pas dans ma carrière de coureur gagné énormément de courses. J'ai peut-être gagné 1 ou 2 courses comme ça, pas des courses de village, mais voilà, quasiment. Et là, gagner une épreuve comme ça à l'étranger, de cette nature, voilà, ça me tenait à cœur. Je sais que sur le marathon des sables, je n'aurai pas l'occasion de gagner un marathon des sables. Il ne faut jamais dire jamais, Meryl, tu sais. Non, mais voilà, je sais, je connais la valeur des coureurs qui sont autour de moi, et je sais très bien
ce serait très compliqué. Voilà, donc là, c'était en gros mon moment de gloire dans ma carrière, je pense. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas, mais en tout cas, celui-là, c'en était un qui m'a marqué. Tu gagnes quand même avec 5 heures d'avance, donc sur Joseph Taylor, qui est le deuxième finisher de la course. Il faut quand même qu'on cite Catherine Tosi, qui a fini première femme, 7e au scratch en 42 heures et 56 minutes. Donc, grand bravo à elle aussi. C'est une très belle performance. Elle a vraiment bien géré sa course. Et puis, il y avait aussi un concurrent belge là, qui, lui, a fait la course en five finger. Ça, c'est à noter parce que... Pour expliquer ça, c'est les chaussures dans lesquelles il y a la forme des 5 orteils. Il n'y a quasiment pas d'amorti. Il n'y a pas d'amorti. C'est très minimaliste. Et courir avec ça dans les cactus, dans les rochers, bravo à lui, quoi. Ça a été quoi le bilan pour toi, Meryl, à t'être reposé de ce Grand to Grand? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu projetais et c'est une course qui a tenu toutes ses promesses pour toi? Oui. Alors, je ne dis pas que j'avais imaginé terminer comme ça dans ce classement-là, mais j'avais l'image que j'avais de la course, là, c'était vraiment tous ces grands paysages de plaine américaine, de plaine de Far West, là, et ça, j'étais servi, quoi. Et au point de vue humain, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, mais aussi quand on avait échangé en amont, tu m'as dit qu'il y avait vraiment des amitiés fortes qui s'étaient créées. C'est aussi peut-être des choses qui n'étaient pas soupçonnables à ce point-là. Ouais. Bon, après, sur ce genre de course, sur 7 jours, tu te fais toujours des connaissances qui restent au-delà de la course. Et là, en l'occurrence, tu parlais de Catherine, tu parlais de Fabien. Ben voilà, on va certainement, dans le cadre de la préparation de mon prochain objectif, se faire une petite course en Belgique, dans le sable au-dessus de Dunkerque, au nord de Dunkerque. Alors, je ne sais plus le nom de la ville, à Coxide, où il y a des dunes de sable. Et les coureurs hollandais, belges, qui s'inscrivent sur le marathon des sables ont l'habitude d'aller faire cette course-là pour s'entraîner. C'est un format marathon ou c'est un peu plus long que ça? Ça doit être 50 km à peu près. Voilà. Mais avec beaucoup je crois, 100% de sable, je crois. Parce qu'il y en a une au Touquet aussi, fin janvier, que moi je vais faire dans le cadre de ma prépa, le trail des 2B. D'accord. C'est Geoffrey Plisson, fin janvier le 29. Ouais. Ok. Si c'est sur le chemin de la Belgique, ouais. C'est un peu trop proche peut-être. Plutôt début mars, mais pourquoi pas. C'est une idée. Est-ce que tu as mis du temps à récupérer d'une telle course ou ça a été relativement rapide pour te remettre sur pied? J'étais déjà entamé un peu avant, en fait. Ouais, je me traîne une sciatique depuis plus de 6 mois et je l'ai bien entretenue là sur la course. Et donc, j'ai peut-être coupé une semaine, mais même pas vraiment. J'ai dû aller trotter, faire du vélo et puis j'ai repris dans la foulée. On n'est pas dans des courses où il y a énormément d'intensité, même si on court longtemps. Puis c'est pas de la route, c'est du sable, c'est assez souple. Donc les articulations ne sont pas forcément entamées comme sur un ultra sur route. Voilà, donc la récupération est assez aisée. On apprend forcément toujours des courses, tu nous l'as dit tout à l'heure en prenant l'exemple du Zut. Est-ce que ce Grand to Grand t'a appris des choses, conforté dans certaines convictions? Oui, ça confirme effectivement que c'est un format auquel je m'adapte bien. Voilà, et donc certainement que j'en ferai d'autres. Je ne sais pas si c'est celle-là ou... mais voilà, voilà. Mais au-delà de la course, moi, c'est vraiment ce qu'il y a autour, le bivouac, les rencontres avec les autres coureurs. Et voilà, de rester dans cette espèce de cocon là, qui, pendant 7 jours, là, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est ce que je viens chercher en fait. S'il y en avait qu'une, quelle image tu retiendrais de cette course? Là, c'est celle que c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure là. Voilà, on n'a pas, même si on court dans des endroits exceptionnels, moi, voilà, du côté de Ballaruc, du côté de Sète, voilà, on a des coins super sympas pour courir en bord de mer. Et là, c'est waouh, quoi. C'est waouh. Après la course, tu as fait un petit saut à Vegas. Est-ce que tu as été hypothéqué ta maison aux machines à sous là-bas? J'ai pas touché une machine à sous. C'est vrai que ça a été un sacré contraste entre une semaine seule, entre guillemets, sur la course, et puis cette journée à Vegas pour le retour là. Bon, je suis pas client. Franchement, je suis pas client. Ça me donne pas du tout envie. Et puis voilà, j'espère surtout qu'on n'en arrivera pas, nous, dans nos civilisations, dans
dans ces extrêmes-là parce que c'est... Voilà, faut pas. On dit non. On dit non. Même si voilà, j'ai vu ce que c'était. Bon, ok, c'est un grand parc d'attractions pour les adultes. Mais voilà, il y a... voilà, avant de partir, j'ai débranché mon radio-réveil pour pas consommer trop d'énergie. Et quand tu arrives à Las Vegas, bon voilà, tu te dis, bon, ça va servir à rien, quoi. Meryl, on va parler un petit peu d'avenir. Alors, tu nous as déjà pas mal éclairé, donc avec ton rendez-vous là, le North Sea Trail qui aura lieu en Belgique. Il y a ton projet MDS, évidemment, qui est fin avril cette année, un peu plus tard que l'année précédente. Il y a potentiellement un autre ultra qui se placerait dans tout ça, du côté de l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Oui, en préparation du côté des Canaries, Transgran Canaria. Alors peut-être pas le format long parce que je crois que c'est un peu trop près ça doit être fin février. Voilà, donc le format 130 km, ce sera peut-être un peu trop long, mais peut-être le 80. Voilà, et puis profiter de la semaine pour aller m'entraîner là-bas, ce sera top. Et puis partager ça avec la famille aussi, parce que j'y vais peut-être avec ma sœur, avec mon beau-frère, avec mon ami. Donc ça sera l'occasion. Et puis aussi avec mon club, l'USAR, donc on est nombreux à partir là-bas. Vous avez réservé un avion, il y a un vol affrété spécialement pour vous. On part chacun de notre côté, mais je pense qu'on va se retrouver là-bas pour passer un bon moment. Meryl, c'est la dernière question de cet épisode. C'est le motto de la fin. C'est pas le mot de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Alors, tu peux le formuler à ta façon, si c'est pas une phrase qui existe quelque part. Non, mais c'est pas une phrase. Je sais même pas si c'est une philosophie de vie. Mais voilà, dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans la course à pied, j'essaie toujours de rendre service en fait. Et tôt ou tard, voilà, il y a quelque chose qui te revient. Voilà, même si c'est... Et puis c'est pas le calcul peut-être, de toute façon. Et le calcul, c'est peut-être pas de se dire que ça va y avoir un retour quelque part. C'est pas calculé, même si c'est pas forcément mérité, même s'il n'y a pas de retour immédiat, voilà. On en tire toujours quelque chose de positif d'aller aider les autres, et voilà, c'est ce qui m'anime, moi, je pense, dans ces années-là. Voilà. Merci beaucoup Meryl, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cette course qui est absolument passionnante et puis qui nourrit évidemment un imaginaire très fort comme savent le faire très bien les courses américaines dans différents registres. Il y a aussi la western ou la hard rock dans d'autres registres, mais c'est vrai que les courses américaines, il y a une espèce de fascination. Ouais. Ils savent faire, c'était une grande chance de pouvoir la découvrir plus en détail par ton entremise avec la gentillesse, la générosité puis l'expertise qui te caractérise. C'est toujours une chance d'avoir ces moments avec toi. Je me réjouis très égoïstement à l'idée de partager une nouvelle aventure dans le Sahara dans 151 jours. Donc, 151. Je vais avoir le plaisir de couvrir et de courir la course. Ça va être une grande première pour moi. J'ai les pétoches, mais j'y vais. Et puis, voilà, on va se croiser au bivouac un peu à l'heure à laquelle j'arrive vraiment. En tout cas, c'est une perspective réjouissante. Merci encore pour ton temps très précieux. C'est gentil d'avoir accordé ce moment et ces mots aux éditeurs de Course Épique pour éclairer une course qui n'est pas la plus connue, mais voilà, qui je trouve intéressante. Ça fait partie de toute la diversité des formats de course qui existent, et voilà, c'est toujours un plaisir d'entendre parler de ces événements-là qui ne sont pas forcément les plus exposés. Merci Guillaume de m'avoir invité sur ce podcast. J'ai passé un bon moment de revivre ça, parce que ça fait quand même un petit mois et demi ou 2 mois peut-être que je suis arrivé, donc voilà, je me suis replongé. Je pense que ce soir quand je vais m'endormir, je vais revoir des choses. Je vais revoir des choses. Je sais pas si tu te rappelles, sur le marathon des sables, on avait... Le premier jour où tu m'as interviewé, tu avais fait l'étape, je t'avais demandé comment ça s'était passé, je t'avais dit attention, quand on fait ça, l'année d'après, généralement tu le feras. Tu me dis oh non, je le ferai pas. Ah, tu vois. J'étais convaincu en plus quand je te l'ai dit. Je me suis même pas menti à moi, mais j'étais persuadé, j'avais aucun doute. Mais écoute, j'espère que tu passeras un bon moment sur cette course. Je sais que c'est pas évident de faire à la fois la course et puis ton métier dans les médias, donc parce que du coup ça entame aussi ton temps de récupération. Je vais déléguer un petit peu une partie des tâches pour pouvoir être bien concentré sur la course qui va être le gros sujet. Je me réjouis en tout cas de t'y retrouver, ça fait partie des bonnes raisons d'y retourner aussi. Merci pour tout Meryl, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité.
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.